On abordera aujourd'hui les dernières actualités concernant l'insuffisance cardiaque aiguë. Voici le plan de notre présentation. On commencera par une petite introduction et quelques données épidémiologiques. L'insuffisance cardiaque est une pathologie très fréquente. C'est une véritable pandémie mondiale. Près de 26 millions d'habitants sont atteints. Sa prévalence est de 1 à 2%. Selon l'étude Framingham, son incidence est en augmentation exponentielle avec l'âge. En effet, près de 10% de la population atteinte est âgée de plus de 80 ans. Il s'agit d'une pathologie mortelle. Près de 25% des patients qui consultent pour dyspnée aux urgences dues à l'insuffisance cardiaque aiguë meurent dans l'année qui suit. Selon cette étude qui a été publiée en 2001 ayant comparé la survie après 5 ans des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque, IDM, et les 4 cancers les plus fréquents chez l'homme et chez la femme, l'insuffisance cardiaque serait plus maligne qu'un cancer. En effet, elle est plus grave qu'un cancer du sein chez la femme et qu'un cancer du côlon ou de la prostate chez l'homme. Cette plaque nous montre l'évolution naturelle de la maladie. Chaque épisode de décompensation est à l'origine de la progression de l'insuffisance cardiaque et du déclin de la qualité de vie. Et chaque nouvel événement contribue à aggraver la dysfonction et la dilatation ventriculaire gauche. Pour la définition, on parle de nos jours du syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë pour la différencier de l'insuffisance cardiaque. La définition reste un challenge. Plusieurs classifications ont été proposées car cette définition est difficile, rendant les populations d'études très hétérogènes. La plus commune étant l'installation rapide ou l'aggravation des signes et symptômes d'insuffisance cardiaque. Il existe différents tableaux syndromiques dans le syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë. En effet, il y a 6 phénotypes qui ont été décrits à partir de 2008. Près de la moitié des cas, l'épisode aigu survient dans un contexte hypertensif. Dans 40%, on retrouve plutôt une décompensation aiguë sur une insuffisance cardiaque chronique connue. Dans ce contexte-là, il faut rechercher les facteurs précipitants. 5% des cas, il s'agit d'une insuffisance cardiaque aiguë liée à un syndrome coronaire aigu. Plus rarement, on retrouve des tableaux de choc cardiogénique ou insuffisance cardiaque droite. Le diagnostic de l'épisode aigu repose sur la clinique à la recherche des signes et symptômes d'insuffisance cardiaque aiguë, la pratique d'un ECG, un téléthorax à la recherche des signes de congestion ou d'une pathologie pulmonaire pouvant expliquer la symptomatologie respiratoire, un bilan biologique standard, le dosage des BMP, les NT-proBNP, qui est une pratique très intéressante, car ces biomarqueurs ont une très bonne valeur prédictive négative. En effet, un taux de BMP inférieur à 100 ou de NT-proBNP inférieur à 300 rendent le diagnostic du syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë très peu probable. Et enfin l'écho-cœur, qui doit être fait dans le cadre de l'urgence devant un état de choc cardiogénique ou dans les 48 heures qui suivent l'hospitalisation si la structure cardiaque du patient n'est pas connue ou si on suspecte une modification des paramètres échocardiographiques comparés aux données précédentes. Abordons maintenant un nouvel outil qui a révolutionné le diagnostic de l'insuffisance cardiaque aiguë qui est l'échographie pulmonaire. C'est un examen simple, non invasif, rapide, qui peut même être pratiqué dans le cadre de l'urgence. Il consiste à rechercher au niveau de 8 champs pulmonaires, comme c'est mentionné dans cette diapositive, les lignes de Curly de type B, ou ce qu'on appelle les queues de comète. Ces queues de comète nous renseignent sur le degré de congestion pulmonaire. De façon générale, plus le nombre de ces queues de comète est important, et plus les pressions de remplissage sont élevées. Dans le but de démontrer le rôle que joue l'échographie pulmonaire dans l'établissement du diagnostic de l'insuffisance cardiaque aiguë, cette étude menée par nos confrères italiens, publiée en 2016, s'est intéressée à la meilleure méthode diagnostique de l'insuffisance cardiaque aiguë chez des patients qui se présentent aux urgences pour dyspnée. Elle a comparé les valeurs prédictives positives, les valeurs prédictives négatives, la sensibilité et la spécificité du téléthorax, du NT-proBNP et l'échographie pulmonaire ainsi que la combinaison de ces différents examens.
Comme vous le voyez, les NT-proBNP ont une excellente valeur prédictive négative, qui est de 95%, alors qu'elle est de 80% pour le téléthorax seul. L'association du NT-proBNP et l'échographie pulmonaire présente une valeur prédictive négative de 100%, c'est-à-dire qu'un taux de NT-proBNP inférieur à 300, combiné à une échographie pulmonaire en défaveur d'une congestion, permettrait pratiquement d'exclure le diagnostic de la décompensation cardiaque. Il n'y a pas de différence significative en termes de sensibilité et en spécificité si on rajoute à ces deux examens précédents le téléthorax, ce qui prouve son faible intérêt dans l'établissement du diagnostic de la décompensation. Cette hypothèse a été appuyée par un essai randomisé publié en 2019 où ils ont comparé chez des patients qui se présentent pour dyspnée la combinaison de l'évaluation clinique à l'échographie pulmonaire, le téléthorax et le NT-proBNP. Cette étude a conclu que l'intégration de l'échographie pulmonaire à la clinique semble être plus précise pour le diagnostic de l'épisode aigu que l'approche actuelle basée sur le téléthorax et le NT-proBNP. Qu'en est-il des biomarqueurs? Comme on vient de le voir, les BMP et les NT-proBNP jouent un rôle très important dans le diagnostic, avec une très grande valeur prédictive négative. Ils ont également un rôle dans le dépistage de l'insuffisance cardiaque chez les patients asymptomatiques à haut risque cardiovasculaire, mais également un rôle pronostique. En effet, les concentrations du peptide natriurétique à la sortie du patient nous renseignent sur le pronostic. Lorsqu'elles sont basses, le pronostic est meilleur. Il y a de nos jours l'émergence de nouveaux biomarqueurs, tels que le ST2, l'adrénoméduline et le galactine 3, qui ont un intérêt pronostique. Il y a plusieurs études qui ont démontré que le ST2, qui est un marqueur du remodelage ventriculaire, et la galactine 3, qui est un marqueur inflammatoire, prédisent la mortalité et le risque de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Parmi ces études, on cite l'étude Triomphe pour le ST2 et l'étude Coach, Pride et UMDH pour le galactine 3. Passons maintenant à un autre biomarqueur qui est l'adrénoméduline. Cette étude européenne présentée au congrès de l'insuffisance cardiaque de l'ESC en mai 2019 s'est intéressée au rôle de ce biomarqueur dans la prédiction du risque de décès à un an et de personnaliser le traitement post-hospitalisation concernant particulièrement les diurétiques. Des études pilotes ont suggéré que l'adrénoméduline quantifiait la dysfonction endothéliale et le risque de mortalité associé, et qu'elle reflétait la congestion résiduelle. Cette étude s'est intéressée au dosage du MR-proadrénoméduline, précurseur stable, et de la bioadrénoméduline, forme active, 12 heures suivant l'arrivée du patient en décompensation cardiaque et à sa sortie de l'hospitalisation, et leur interaction avec les différents médicaments administrés à la sortie du patient de l'hôpital. Les courbes de survie à un an montrent une augmentation significative de la mortalité chez les patients qui ne prenaient pas de diurétique et dont le taux de bioadrénoméduline était supérieur ou égal à la médiane par rapport à ceux qui en prenaient. Le MR-proadrénoméduline est même encore plus fiable que la bioadrénoméduline pour prédire la mortalité et le risque combiné de décès et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Abordons maintenant la stratégie thérapeutique. Cet algorithme, publié dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque de l'ESC 2016, montre le grand intérêt de déterminer d'abord le profil clinique du patient, c'est-à-dire de déterminer son état de congestion et son état de perfusion, car la prise en charge serait complètement différente en fonction de ces différents profils. Cette diapositive nous montre l'intérêt de la prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide et urgente de l'insuffisance cardiaque aiguë. Contrairement au syndrome coronaire aigu, où les délais de prise en charge sont très bien codifiés, ceux de la décompensation cardiaque ont été très longtemps sous-estimés. Plusieurs études rétrospectives dans le registre ADER suggèrent qu'un traitement précoce pourrait améliorer le pronostic. Dans cette optique, cette première étude prospective observationnelle, Reality Acute Heart Failure, publiée en 2017, a évalué principalement l'association entre le délai du traitement diurétique et les résultats cliniques chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque aiguë admis dans le cadre de l'urgence. Time to door furosemide,
où le temps de porte au furosémide a été défini comme le temps entre l'arrivée du patient aux urgences et la première injection intraveineuse du furosémide. Les patients avec un temps porte furosémide inférieur à 60 minutes ont été prédéfinis comme un groupe de traitement précoce et le critère de jugement principal était la mortalité hospitalière, toutes causes confondues. Cette étude a montré que la mortalité hospitalière était significativement plus faible dans le groupe de traitement précoce par rapport à ceux qui recevaient un traitement tardif, et un retard de traitement à 100 minutes augmentait significativement la mortalité hospitalière. Donc, cette étude pilote suggère que la stratégie recommandée de prise en charge précoce dans l'heure qui suit l'arrivée du patient aux urgences pourrait être associée à un meilleur pronostic. Cette conclusion a été controversée par l'étude coréenne publiée en 2018 qui montre qu'il n'y a pas de différence significative en termes de mortalité intra-hospitalière et de mortalité à un an chez les patients admis pour décompensation cardiaque et ce que le délai porte-furosémide soit précoce ou tardif. Passons maintenant aux vasodilatateurs. Comme on le sait tous, parmi les objectifs thérapeutiques au cours d'une décompensation cardiaque, la diminution urgente de la précharge et de la post-charge, seule fonction imputable aux vasodilatateurs. Ils doivent être considérés selon les recommandations de l'ESC 2016, classe 2A, niveau de preuve B. Plusieurs études se sont intéressées à l'effet pronostic de ces molécules et elles sont toutes décevantes. Parmi elles, on cite l'étude True Acute Heart Failure pour l'ularitide et Relax Acute Heart Failure pour Cerilaxine. La dernière étude, c'est l'étude randomisée galactique présentée au congrès de l'ESC 2019, qui a testé l'effet d'un traitement vasodilatateur intensif et précoce par voie sublinguale et transdermique basé sur l'association de dérivés nitrés, hydralazine, IEC et sacubitril/valsartan introduit dans les 24 heures qui suivent l'arrivée du patient aux urgences, avec comme critère de jugement principal la mortalité toute cause et les réhospitalisations pour insuffisance cardiaque à 180 jours. On voit qu'il n'y a pas de différence significative sur le critère de jugement principal dans le groupe de vasodilatation intensive versus le groupe placebo. Au contraire, il y aurait une augmentation accrue de mortalité dans le sous-groupe féminin de mécanismes encore inconnus et un autre échec pour les vasodilatateurs. Voici une autre molécule qui a été testée qui est l'istraroxime, premier représentant d'une nouvelle classe d'agents à la fois inotrope et lusitrope positive. Cet essai de phase 2, présenté dans le congrès de l'insuffisance cardiaque de l'ESC en mai 2019, a utilisé une faible dose et une forte dose d'istraroxime en perfusion 24 heures versus placebo. Le ratio E sur E', estimant les pressions de remplissage du ventricule gauche, qui est le critère de jugement principal, a été significativement amélioré dans les 24 heures suivant la perfusion d'istraroxime pour les deux doses évaluées. Il y a également une amélioration de l'indice du volume d'éjection systolique avec la dose la plus faible, de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle systolique pour la dose la plus forte. Cette étude soutient cette nouvelle cible thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque aiguë, mais d'autres essais sont nécessaires pour la valider. En ce qui concerne l'association sacubitril/valsartan, qui a démontré son efficacité en termes de mortalité et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique à FE altéré, c'est l'étude Paradigme HF. L'étude Pionnier HF, quant à elle, s'est intéressée à l'effet de cette association dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Elle a comparé l'effet de l'association sacubitril/valsartan versus enalapril chez deux groupes de patients hospitalisés pour décompensation cardiaque à FE base, l'un recevant l'association dès la sortie de l'hôpital et l'autre après 8 semaines de traitement par l'enalapril. Ces patients ont été suivis pendant 12 semaines. On voit bien que l'association sacubitril/valsartan est supérieure à l'enalapril pour la réduction du NT-proBNP, et ce, quel que soit le moment d'introduction de ce traitement. Par contre, les taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès sont nettement inférieurs chez les groupes où le traitement était introduit précocement. D'où l'intérêt de l'optimisation précoce du traitement médical chez les patients stabilisés après une insuffisance cardiaque décompensée.
Et enfin, il y a l'étude Paragon HF présentée au congrès de l'ESC 2019 qui a étudié cette fois-ci l'intérêt de l'association sacubitril/valsartan chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique à FE préservé, c'est-à-dire au-delà de 45%, et qui est revenue très décevante, car cette molécule n'a pas démontré sa supériorité par rapport au valsartan seul en termes d'hospitalisation et de décès pour insuffisance cardiaque. Et merci pour votre attention.